Hey, 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 I'm back, I'm back, I'm back. Ok, aujourd'hui, on va parler du film The Blind Side, ou plutôt du scandale qui a éclaté depuis ces dernières semaines concernant l'histoire qui a inspiré le film. Un drama qui mérite que les popcorns soient de sortie. Par pure curiosité, je me suis penchée sur le sujet, bien évidemment, même si j'avoue que je n'avais jamais vu le film auparavant, car il ne m'intéressait pas du tout back in the day. Et encore aujourd'hui, il ne m'intéresse toujours pas. Mais j'ai dû le regarder pour les besoins de cette vidéo. Mais purée, je n'en avais pas envie, fallait me voir. En tout cas, je ne suis pas du tout la cible, genre vraiment pas. Pourtant, ce film est considéré par beaucoup comme un classique, avec Sandra Bullock en tête d'affiche, starring Lily Collins et Katie Bates. Il a engrangé plus de 300 millions de dollars au box-office et a reçu non pas un, mais 2 nominations aux Oscars, dont un pour la meilleure actrice que Madame Bullock a remporté. Ce film a ému des millions de personnes dans le monde entier, car c'est l'histoire d'un petit garçon afro-américain qui n'a rien connu d'autre que la misère et le ghetto, mais qui a fini par s'en sortir grâce à sa riche famille blanche adoptive et ses compétences footballistiques, mais surtout grâce à sa riche famille blanche adoptive. Waouh, j'en ai les larmes aux yeux quand je vois le synopsis et la bande-annonce. J'en ai des frissons. Wow. Du coup, ce film est bien évidemment l'apologie du sauveur blanc made in Hollywood, comme ils savent si bien le faire. Pourtant, l'histoire est loin, très loin de la vérité, car en réalité, la famille qui a sauvé le petit garçon cacherait un lourd secret. Ça va se savoir! Bonsoir! Alors, laisse-moi te raconter les détails entourant le scandale sur le film The Blind Side. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! C'est l'histoire de Michael Oher, ou Michael Oher pour les baguettes people. Né Michael Jerome Williams Jr., né le 28 mai 1986 à Memphis, dans le Tennessee, aux États-Unis. Il a actuellement 37 ans. Michael Oher, a.k.a. Big Mike, est surnommé ainsi grâce à sa corpulence et grâce à sa taille impressionnante, 186 kg pour 1m93. Je te plante le décor. Il est l'enfant de Michael Jerome Williams et Denise Oher, lesquels s'étaient rencontrés en prison. Il fait partie d'une fratrie de 12 enfants de pères différents qui n'étaient jamais présents. Quelle surprise! Sa famille habitait dans le quartier le plus pauvre de Memphis. Son père, qu'il ne connaîtra jamais, mourra alors que Michael est au lycée. Quant à sa mère, il la décrit comme aimante lorsqu'elle était sobre, ce qui n'arrivait malheureusement presque jamais. Elle était une alcoolique et addicte aux drogues dures, qui disparaissait souvent, laissant ses nombreux enfants sans surveillance et parfois sans nourriture ni toit. Les et le crack, back in the day, ont fait des ravages comme pas possible, surtout dans les quartiers pauvres. C'était des nouvelles drogues pas chères et personne ne savait à quel point elles étaient addictives. À part les vendeurs, bien sûr. Ce fut un réel fléau. Ceci étant dit, je n'excuse en rien les choix de la madame. Je plante juste le décor. Depuis qu'il a 7 ans, Michael n'a pas d'autre choix que de se débrouiller seul. Pendant son enfance, il a été placé dans beaucoup trop de familles d'accueil. Son quotidien, c'était de vivre des choses extrêmement traumatisantes. Il vivait dans le ghetto. Malgré qu'il fut entouré de violence, de gangs et autres dingueries, lui ne voulait rien de tout ça. Ok, rien. Il voulait s'en sortir sans magouiller. Il voulait réussir dans les règles de l'art. Ok, wait, j'ai une idée. À partir de là, on peut faire un petit jeu. Avant ça, je décrivais l'histoire vraie de Mike, mais là, je vais commencer à décrire le film, donc l'histoire presque vraie de Michael et sa famille adoptive. Ainsi, tu peux essayer de deviner les mensonges du film pendant que je suis en train de te raconter la suite de l'histoire. Après oui, c'est Hollywood, donc tout est un peu beaucoup surfait. On se sait. Mais tu peux quand même deviner certaines parties où c'est un peu fort en chocolat. Comme ça, tu me diras ce que tu as trouvé en commentaire. Ok, je continue. À l'école, il n'était pas une flèche. Redoublant souvent, il va dans 11 écoles différentes au cours de ses 9 premières années d'études. Quand il était en 3e, il a pu être hébergé par un mécanicien de son quartier, Tony Henderson, qui jouera un rôle crucial dans sa vie. Tony a aussi un fils du même âge que Michael. À la mort de la mère de Tony, celle-ci lui a fait promettre de faire entrer son petit-fils dans une école privée, car c'était un petit très doué à l'école. Tony a emmené son fils et Michael dans le même temps à l'entretien pour les faire entrer tous les deux dans l'école privée nommée Briarcrest Christian School. Pendant l'interview, Tony fait l'éloge de son fils et de Mike, vantant les compétences athlétiques de ce dernier, peu importe le sport, même s'il n'a jamais joué au football américain, par exemple. Mais l'entraîneur le croit, car il voit
plus loin que le physique de ce grand noir d'1m93. Il y voit une opportunité. Ainsi, il fera tout, j'ai bien dit tout en son pouvoir, pour faire entrer Mike. Alors qu'il n'a pas le niveau académique pour cette école, mais tant pis, ce n'est qu'un détail. Enfin, j'abuse, parce qu'au départ, le proviseur refusait son inscription, mais grâce au pouvoir de persuasion du coach et à cause du passé tragique de Michael, Michael entre finalement dans l'école. Mais avant qu'il ne participe à une quelconque activité scolaire, il devait améliorer ses notes. Et bien évidemment, le fils de Tony a été accepté, mais bon, je crois que tout le monde s'en contrecarre là. Même si ce n'était pas une partie de plaisir d'étudier car Michael était nul à l'école, il a tout de même réussi à améliorer ses notes avec l'aide de certains profs. Mais une famille riche, genre big money rich, on parle de millionnaire là, entrera dans la vie de Mike. C'est la famille Tuohy, composée de Sean, le père, entrepreneur ayant fait fortune en possédant plus de 80 restaurants franchisés dans le pays, la mère, Leanne, décoratrice d'intérieur, la fille Collins, qui a le même âge que Michael, et le fils SJ, a.k.a. Sean Jr. Une nuit, la famille le voit errer sur la route comme ça. N'ayant plus d'endroit où dormir, oui, parce qu'entre-temps, Tony, celui qui a tout fait pour qu'il rentre dans l'école, le chasse de chez lui, la mère ayant pitié, décide de l'inviter chez eux. Et depuis, Michael n'est jamais parti. La famille Tuohy l'a accueilli les bras ouverts. Michael a enfin pu avoir un lit à lui, manger à sa faim et être dans un environnement sain et épanouissant. Les parents l'aident même pour ses études en payant son école et en payant une tutrice. Jour après jour, on voit Michael faire partie intégrante de la famille Tuohy, appelant Leanne Mama, par exemple. Oui, la famille Tuohy a adopté le jeune Michael. Ils font même en sorte que ça devienne officiel car Sean et Leanne deviennent à la fin ses tuteurs légaux. Ayant fait remonter ses notes, il peut enfin jouer au football américain parce qu'il est littéralement entré dans l'école pour ça, alors qu'il n'a jamais joué de sa vie. Donc 1m93 et personne dans le quartier lui a dit d'aller jouer au football américain. Ok. Je continue. Pendant l'entraînement, Michael est une cata. Il fait nampe et prend même le temps de regarder des ballons voler dans l'air au lieu de jouer. Il est complètement inutile sur le terrain. Jusqu'à ce que la mère intervienne pour lui apprendre les règles du jeu et comment il doit jouer. Le petit aussi lui apprend à jouer. Ouais, Mike... n'est pas futu si tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas qu'à l'école qu'il a un retard, mais partout à Guess. Du coup, grâce au pouvoir de la famille ou quelque chose dans le genre, que Leanne lui a inculqué, il réussit à débloquer son full potentiel. Michael arrive enfin à être un excellent joueur dans sa position en tant que bloqueur. Il devient le phénomène du coin. By the way, sa position fait référence au nom du film The Blind Side ou l'angle mort en français. Ce joueur doit protéger à tout prix l'angle mort du quarterback. En gros, c'est un des joueurs les plus importants du game. Bref, de là, Mike est sollicité everywhere. Toutes les universités le veulent pour l'intégrer dans leur équipe. Mais la famille Tuohy ne jure que par une seule université, celle du Mississippi, surnommée Ole Miss. Les parents y ont étudié et leur font même des dons. Logiquement, après qu'il ait obtenu son diplôme, Mike choisit Ole Miss. Mais ce choix paraît très suspect. Surtout pour la NCAA. J'ai fait un mix de français et anglais là. Ça c'est grave. NCAA, une asso sportive encadrant le sport US universitaire. L'association ouvre une enquête concernant un éventuel favoritisme et les intentions du couple par rapport à l'adoption de Mike. Et sur le lien entre l'université, les Tuohy et le coach de l'école qui, comme par hasard, se fait recruter en tant que coach dans l'université de Mike juste après qu'il ait signé chez Ole Miss. Bizarre comme coïncidence, n'est-ce pas? Cependant, la NCAA n'a pas pu prouver une quelconque violation dans leur code. Bref, pendant ses études, Michael continue à jouer et devient une réelle star du football américain universitaire. En 2009, il obtient un diplôme en justice criminelle. Et la même année, il est sélectionné en 23e choix global lors du premier tour de la draft de la NFL par la franchise des Ravens de Baltimore. Il signe un contrat de 5 ans avec eux pour un montant de plus de 13 millions de dollars. Hey, la pauvreté c'est fini pour lui. Fini, j'ai dit. Pendant cette fameuse draft, toute sa famille était réunie, ainsi que le coach et la tutrice. Voilà, le film s'arrête là. Maintenant, l'assaut plus croustillant. Place au scandale.
Déjà, comment Michael et entre guillemets sa famille ont pu avoir un biopic avant même que Mike soit drafté à la NFL? Je t'explique. Pendant que Michael était encore au lycée, un ami de Sean, Michael Lewis, qui est écrivain et journaliste, était invité chez les Tuohy. Et de là, il fait la rencontre de Michael Oher et de son incroyable histoire. Étant en train d'écrire un nouveau livre portant sur le football américain, mais n'ayant pas le bon angle marketingment parlant, I know ce mot n'existe pas, but I don't care, il décide de s'inspirer de l'histoire de Michael Oher et des Tuohy tout en leur demandant leur permission avant. Bien évidemment, la famille accepte et le livre s'appellera The Blind Side: Evolution of a Game et sera publié en 2006 et deviendra un best-seller. Puis Hollywood s'est évidemment intéressé à l'histoire. Pourtant, le livre est beaucoup plus axé sur la partie football américain que sur la vie de Michael et les Tuohy. Mais ce n'est pas grave. Pour Hollywood, c'est un détail qui peut être vite réglé. Par la suite, l'ouvrage a été adapté en film, sorti en 2009, la même année où Mike se fait drafter par la NFL. Parfaite promo. Un film que Michael Oher déteste. Pourquoi? Parce que dedans, on dirait qu'il est teubé, il est très timide, simplet, assisté, voir le nouveau projet caritatif de la famille Tuohy. Alors que non. En gros, oui, il a bien redoublé toutes ses classes, était nul à l'école et ne parlait pas beaucoup, ça c'est vrai, mais n'importe qui serait nul à l'école si tu n'avais rien à bouffer ou si ta priorité, c'était de trouver un toit pour toi et tes frères et sœurs. Fuck! L'école n'était tout simplement pas sa priorité, mais il n'était point bête. Dès qu'il a eu un foyer stable, ses notes ont drastiquement changé, même avant l'arrivée de la tutrice. Et il ne parlait pas parce qu'il était timide, mais parce qu'il était triste. Enfin, normal quoi. Regardez sa vie, s'il vous plaît, regardez son enfance. Et puis la partie où il n'a jamais joué au football américain, comme t'as pu le deviner avec mon ton sarcastique, évidemment qu'il y a déjà joué. Il jouait au football américain, au basket et pratiquait l'athlétisme. Niveau football américain, le gars faisait partie des meilleurs éléments à avoir dans son équipe avant d'intégrer son école privée. Et il était sur le point d'être le joueur de l'année à son école avant de rencontrer les Tuohy. Mais bon, apparemment c'était plus dramatique de le montrer extra-dame à l'écran. D'ailleurs, Tony n'était pas que mécanicien, mais aussi coach dans l'école privée où Michael allait. C'est pourquoi il savait mieux que quiconque la valeur de Michael. De plus, les Tuohy ne l'ont pas accueilli direct comme ça. En mode, ils ont vu un grand noir et puis ils se sont dit, allez, viens mon grand. Lol. Michael dormait chez plusieurs familles, dont les Tuohy, et une fois qu'il a eu du succès en tant que joueur de football américain dans son école, oui, je ne dirais pas foot, c'est bien football américain, c'est là où les Tuohy et Michael sont devenus très proches et qu'il a commencé à vivre définitivement avec eux. Michael n'avait pas de contrôle sur le film. Même l'auteur du livre n'avait pas son mot à dire. Sans compter qu'il était hyper jeune pour savoir comment fonctionnait Hollywood. C'est pourquoi Mike prend le temps de nous expliquer sa version de son histoire dans un livre appelé « J'ai surmonté les obstacles de sans-abri à The Blind Side », sorti en 2011. Car malgré qu'il ait un film sur lui, il ne se reconnaît pas là. Alors oui, un film n'est pas un documentaire, mais il était censé être le héros du film et en voyant le film, on dirait que le héros, c'est la famille Tuohy et personne d'autre. Dans ce livre, il nous raconte qu'il n'a pas été adopté à proprement parler parce qu'il était majeur, alors que c'est complètement possible, mais passons. Néanmoins, ses parents ont tout de même trouvé un moyen pour être ses tuteurs légaux via une mise sous tutelle. Le secret se dévoilait déjà dans les pages de ce livre, mais continuons. Donc lui, leur faisant totalement confiance, il signe ce que ses parents lui disent de signer. Surtout que le papier a été fait par une avocate et amie très proche de la famille et que Mike considérait comme une tante. Donc, pourquoi douter? D'ailleurs, il a eu la bénédiction de sa mère biologique. Il qualifie même le jour de la signature comme un jour heureux. Car pour lui, c'était le jour où, officiellement, il était un Tuohy. Alors qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de signer. Encore dans le livre, Oher fait allusion à un petit conflit impliquant la famille. Dans une interview, Leanne disait que sans elle et sa famille, Mike serait mort dans une fusillade ou garde du corps d'un chef de gang. Okay. Mais pour lui, c'est complètement faux, car malgré son passé et même sans la famille Tuohy, il aurait trouvé le moyen de sortir du ghetto d'une manière ou d'une autre. L'échec n'était pas une option pour lui. Il est reconnaissant envers la famille Tuohy et sait à quel point c'est extrêmement cool d'avoir un biopic, c'est sûr. À ses yeux, il ne pourrait jamais avoir la prétention de dire qu'il a réussi seul, car il sait à quel point d'autres personnes dans sa vie l'ont aidé. Mais en voyant ce film, bizarrement, il ne se reconnaît pas trop là. Si personne ne lui donnait le crédit qu'il mérite. Il a travaillé dur, enduré, vu des choses, mais vraiment des choses là. Et pourtant, il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours su que le sport était son ticket de sortie de la pauvreté. Il est autodidacte, intuitif, fort mentalement et physiquement. Et il a su tirer profit des opportunités qui lui ont été présentées
présenter et bizarrement, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire intelligemment. De surcroît, beaucoup dans la vraie vie le voyaient bête, mais alors là, très bête. Et lors de sa carrière pro, il a dû prouver à maintes reprises ses capacités en termes de leadership parce que les gens le voyaient vraiment bête. Eux aussi, ils sont trop bêtes. En 2009, les Toohey ont lancé une association Make It Happen Foundation pour aider les jeunes les moins privilégiés à Memphis. Une jolie démarche pour aider son prochain. Ils n'ont pas que, entre guillemets, adopté Mike, ils aident vraiment, apparemment. Et ils ont également pris la peine de raconter leur version de l'histoire. Un guess un film n'est pas suffisant. Dans le livre In a Heartbeat, sorti en 2010. En 2015, Leanne fait un peu parler d'elle sur les réseaux, car elle poste une photo d'elle avec 2 ados noirs. Rien de fifou en soi, parce que le plus intéressant, c'est la légende. Elle nous informe que cette photo a été prise pour arrêter de juger les personnes par leur couleur, apparence. Parce que son amie, qui était avec elle, a vu 2 noirs assis, s'occupant de leurs affaires, dans un KFC que Leanne détient, et a dit, eux là, ils sont en train de préparer un mauvais coup. Ah bon, Leanne, tu traînes avec ce genre d'amis? C'est noté. Voulant lui prouver qu'elle avait tort, alors que les 2 ados n'avaient rien fait de suspect, genre rien du tout. Ah si, pardon, ils étaient noirs, donc c'est suffisant pour paraître suspect pour certains, I guess. Elle va vers le duo pour les pour savoir ce qu'ils faisaient et pourquoi ils étaient là. Et va jusqu'à demander des preuves qu'ils ne faisaient rien de mal. Puis en voyant qu'ils ne faisaient rien de mal, elle leur donne de l'argent parce que chaque fois que Leanne voit un noir, elle doit lui donner de l'argent, I guess. Is this some sort of white guilt thing? Dit comme ça, Leanne, moi aussi je suis noire. Tu peux râler, ça peut faire ici, non? Thanks girl. Après ça, elle décide de prendre une photo et de la poster avec la légende décrivant tout ce tatouage. Bref, Leanne, on sait que t'es une sainte qui ne voit pas les couleurs, pas besoin de nous le prouver, on sait. En tout cas, quand les 2 ados ont vu le post, ils n'étaient pas très contents. Ils n'étaient pas les seuls pas très contents par rapport à ce poste, mais bon. Pendant son temps, avec les Ravens, Mike remporta avec son équipe la 47e finale du Super Bowl en 2013. Puis jouera pendant une saison avec les Tennessee Titans pour 20 millions de dollars. Et 2 dernières saisons avec les Carolina Panthers pour 7 millions de dollars avant de mettre un terme à sa carrière suite à une commotion cérébrale en 2016. Pour les personnes qui ont vu le film Concussion avec Will Smith, you know what I'm talking about. Et pour les autres, pour faire simple, c'est un choc violent à la tête. Genre vraiment violent. Ça lui a pris 2 ans pour repenser correctement tout de même. Pendant ces 2 années, il aurait tout de même fait une dinguerie en agressant et insultant un chauffeur Uber parce qu'il n'était pas content du prix de la course. Chauffeur qui a abandonné les charges en son encontre en fin de compte, mais tout de même. Après bon, c'était pendant sa période où il souffrait d'une commotion cérébrale, donc ça peut beaucoup jouer. Vraiment, va regarder Concussion, tu comprendras mieux pourquoi je dis ça. En 2018, après sa guérison, il écrit un autre livre appelé Blindsided, le regard d'un joueur sur l'ETC et sa quête pour sauver le football. Ensuite, en 2022, il se marie avec sa copine de longue date qu'il a rencontrée à l'université et ensemble, ils ont 2 filles et 2 fils. Mais courant août 2023, patatras. Il intente une action en justice contre sa famille adoptive, les Toohey, après avoir découvert la triste vérité sur son adoption en février 2023. Depuis une dizaine d'années déjà, les rapports sont froids entre Mike et les Toohey. Ils ne se parlent plus. Mais là... Les nerfs sont tendus! Les nerfs sont tendus! La triste vérité, c'est qu'il croyait que la mise sous tutelle était un papier d'adoption ou quelque chose dans le genre. Du coup, il ne voyait pas le problème que ses, entre guillemets, parents gèrent ses finances à sa place. Pour lui, c'était un papier rendant officiel son adoption. Le pire, parce qu'il y a toujours pire, c'est que la mise sous tutelle, c'est pour les mineurs ou personnes en situation de handicap physique ou mental. Du coup, comment la justice a pu accepter ça? Pourtant, dans le premier livre de Mike, sorti en 2011, il savait qu'il n'était pas vraiment adopté. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai su qu'il savait depuis 2011, je me suis dit... Wait a damn minute. Pourquoi tout d'un coup, les calculs ne sont pas bons là? Un point que l'avocat de la famille a souligné. Du coup, je savais qu'il savait. Donc j'étais là en mode, mais pourquoi tout le monde en parle là right now? Et surtout, pourquoi il porte plainte que maintenant? It doesn't make any sense. Cependant, le problème dans son cas, ce n'est pas la mise sous tutelle. Parce que bon, au bout d'un moment, il a accepté son destin, I guess. Le problème, c'est qu'il ne savait pas ce que ça signifiait. Être sous tutelle permet à ton tuteur de gérer tes finances ou faire des affaires en ton nom, comme Britney Spears back in the day. En plus de ça, il pense que grâce à la mise sous tutelle, la famille Toohey lui aurait volé des millions provenant des bénéfices du film. Selon lui, chaque membre de la famille Toohey aurait reçu $225 000 chacun et 2,5
2,5% des royalties des bénéfices du film, tout en sachant que le film a été un succès au box-office, engrangeant plus de 300 millions de dollars. Je ne suis pas une flèche en calcul, mais je pense qu'on tape approximativement plusieurs millions de dollars. Entre 2 et 5 millions, vu que le pourcentage se base sur les bénéfices et non sur le box-office total. En gros, beaucoup de pépettes. Et dans tout ça, Mike aurait touché à peu près copec, rien, walou, nada, niet. Mais apparemment, dans le dossier accompagnant la plainte, il fait mention d'autres contrats prétendument signés par Hauer en 2007, stipulant qu'il aurait cédé ses droits pour son histoire sans aucune rémunération. Mais Hauer assure n'avoir jamais signé un tel paplard. Et s'il l'avait fait, il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Le sportif retraité explique que sa prétendue famille adoptive a alors continué à le considérer faussement et publiquement comme leur fils adoptif, tout en utilisant cette relation pour leurs intérêts ainsi que pour promouvoir leur fondation et le travail de Leanne en tant qu'auteur et conférencière. Dans sa plainte, il demande à la cour de mettre fin au tutorat, de leur interdire d'utiliser son nom et son image, de lui restituer tout l'argent qu'ils ont gagné en son nom, en plus de dommages pour le préjudice causé. Le même mois où il porte plainte, donc août 2023, il sort un nouveau livre, Quand on a le dos au mur, la célébrité, le football et les leçons tirées d'une vie d'adversité. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a avec les titres bien longs sa mère, mais c'est son dada. Cependant, la famille ne se laisse pas faire et contre-attaque. Et voici ce qu'elle lui répond. Selon l'avocat de la famille, ils n'ont jamais eu besoin de son argent car ils sont déjà millionnaires. Ils valent à peu près 200 millions de dollars. Alors, ils n'ont pas tort, mais bon, dans ce bas monde, ça ne veut rien dire parce que beaucoup ont volé de l'argent sans en avoir besoin. So, ce n'est pas vraiment une excuse, mais je comprends pourquoi ils l'ont sorti, mais passons. Et dans ce cas précis, si les accusations s'avèrent être vraies, je ne pense pas que c'est qu'une question d'argent, mais plus une question de reconnaissance de la part d'autrui. J'ai l'impression, c'est que l'impression, qu'ils voulaient l'avoir sous la main sans qu'il soit sur leur testament tout en faisant croire au monde entier qu'il était adopté. Et ainsi jouer les bons samaritains pour avoir le prix Nobel de la paix à la fin. Qui sait, je suis très confuse. J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas le move, j'avoue. Et à ce stade, on ne peut que spéculer sur leurs intentions. J'ai dit ça alors qu'il y a des gens qui aiment trop jouer les bons samaritains que pour les caméras. Même si personnellement je ne comprends pas pourquoi les gens font ça, mais chacun son dos. En tout cas, de leur côté, les Touy réfutent fermement les accusations à leur encontre, en affirmant que c'est bouleversant de penser qu'on se serait fait de l'argent sur le dos de notre enfant. Mais nous aimerons Michael à 37 ans comme nous l'avons aimé à 16 ans. Encore selon eux, la mise sous tutelle, c'était une manière rapide pour qu'il fasse partie de la famille afin qu'il entre à l'université familiale, car l'adoption prendrait trop de temps. Mais pourquoi pas l'adopter après? Effectivement, une adoption prend plus de temps que la tutelle, mais il y avait du temps après. Actuellement, Mike est toujours sous tutelle. Et selon l'avocat de la famille, si Michael le veut, les parents peuvent mettre fin à la tutelle. Il était temps. Par contre, encore selon eux, Mike leur aurait fait du chantage en demandant 15 millions de dollars, sinon il allait les dénoncer à la police. Ou faire un petit tour du côté de la presse. Ce qui est peut-être vrai, qui sait. Même si dans la plainte, il ne demande pas 15 millions, les dommages et intérêts peuvent chiffrer haut, très haut. Et fait important à souligner, la famille n'aurait jamais interféré dans ses décisions financières ou professionnelles tout au long de sa carrière pro apparemment. Argument souligné par l'avocat pour prouver leur bonne foi. Ça n'a rien à voir car la plainte concerne seulement les revenus provenant du film. Again, il sort des arguments que je comprends, mais ça n'a rien à voir là. La famille affirme qu'elle avait une part égale des bénéfices du film comprenant Michael. Hauer aurait gagné 100K selon eux. Lorsque Hauer a refusé d'encaisser ses chèques de participation aux bénéfices, les Touy ont déposé la part d'Hauer sur un compte fiduciaire pour leur fils. Entre guillemets. Il est ce compte. Sortez le compte. Cependant, selon l'auteur du livre qui défend la famille de leur ami, le studio aurait payé 250K pour lui, la famille et Mike, et ils auraient partagé la somme entre 6 personnes et vu que le film a été un succès, ils auraient gagné en plus 350K chacun. Il y a un problème parce que niveau chiffre, personne n'est cordial, hein, MDR. Donc bon, il y a véritablement un problème parce que Mike n'aurait jamais vu la couleur de cet argent. En tout cas, les vrais chiffres seront bientôt de sortie, vu que la justice s'en occupe désormais. Et là, on saura enfin
la vérité. On saura enfin qui a en qui. Je précise que selon les chiffres de l'auteur, même lui n'aurait pas gagné des millions alors qu'il est auteur de plusieurs best-sellers datant d'avant Blindside. Pour l'auteur, le vrai problème c'est Hollywood, qui ne paye pas assez bien. Et il pense que Michael Oher aurait surestimé de malade ses royalties. Et apparemment, selon les producteurs du film, ils auraient payé 767 000 $ à l'agence représentant les Tuohy et Mike. Et que le contrat ne stipulait pas un pourcentage très significatif en cas de réussite, car ce n'étaient pas des gens connus back in the day. Bref, un move qui ne m'étonne pas venant d'Hollywood. Et bizarrement, le fait que Hollywood soit radin, c'est le seul truc plausible dans cette affaire. Mais bon, ça va 2 secondes les blabla, sortez les preuves purées. Dans tout ça, beaucoup accusent Mike, dont la famille Tuohy, d'avoir porté plainte pour vendre plus de livres. On ne va pas se mentir, ça peut être une éventualité. Ouais. Mais c'est ESPN qui a révélé au monde entier la plainte et non Mike, car aux States, quand tu portes plainte ou quand t'es arrêté, tout le monde a accès à tout en ligne de manière instantanée. Bien évidemment, on ne sait pas qui a vraiment donné l'info à ESPN. Ça peut être Mike qui sait. Ne soyons pas naïfs non plus. Puis, le livre ne parle même pas de l'affaire ni de la famille Tuohy. Bon, après, ça reste de la promo, mais là, ce n'est pas une promo très intelligente, c'est carrément putaclic à ce niveau. Il aurait dû au moins parler de l'histoire. Spill the tea un peu. Et là, j'aurais dit, ok, bien joué. Non, en vrai, je dis ça, mais à la fin de la journée, ça reste de la promo, donc bien joué quand même. Dans quel monde vit-on? Le truc aussi, c'est que beaucoup pensent que Mike est fauché et qu'il fait tout pour se remettre financièrement d'aplomb en écrivant un livre ou en portant plainte, par exemple. Il y a des chances que cela soit vrai. Peut-être qu'en début d'année, il se serait dit qu'il ne s'était pas fait beaucoup d'oseille avec le film The Blind Side, et de là, il a fouillé et a trouvé la petite bête pour gratter un peu d'argent. De plus, comme la famille Tuohy ont vendu leur business pour plus de 220 millions de dollars tout récemment, bizarrement, sa plainte tombe un peu trop bien aux yeux de certains. Certains qui le traitent d'ingrat fauché au passage. Un bordel sans nom. Même si beaucoup de joueurs de NFL retraités finissent sans le sou, apparemment ce n'est pas le cas de Mike, car je n'ai trouvé aucune preuve qu'il soit fauché. Genre aucune. Pire encore, je vois qu'il a une fortune estimée entre 12 et 20 millions de dollars. Donc si c'est ça fauché, moi je suis quoi, hein? Dites-moi. Voilà les détails du scandale entourant le film The Blind Side. J'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire quand l'affaire sera jugée au tribunal. Parce que rien ne va dans cette histoire. Rien. Mais entre nous, on est d'accord que cette histoire est louche, non? En tout cas, le popcorn est doudé. Pour conclure, faites attention à ce que vous signez. Et ce film n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout un biopic. Voilà, c'était tout pour moi. Bonsoir. Blague à part, merci d'être toujours là et bienvenue au nouveau. Cœur sur vous et merci beaucoup pour la force. Like si t'as passé un bon moment avec moi et abonne-toi pour d'autres vidéos. Je suis cool des fois, pas toujours. Et aussi, dis-moi ce que t'en penses de cette histoire. Je te fais des papouilles partout, cordialement. Tendo.